2 Français sur 3 vivent en ville. Forêt de verre, forêt de béton, prairies de macadam, monde artificiel dominé par le bruit. En développant les villes, nous avons engendré un microclimat et inventé un écosystème. Dans ce milieu, fabriqué par les hommes, pour les hommes, la vie sauvage fait plus que résister, elle s'installe. À Paris, il est possible d'herboriser, de découvrir le monde des insectes, d'observer les oiseaux, de guetter le renard et de ressentir la nature. Dans cette quête de la vie sauvage à Paris, je suis accompagné de Claudia et de Laura, 2 enfants des villes, parce qu'il y a aussi les enfants des champs, les enfants de la montagne et les enfants de la mer. La présence d'abeilles à Paris, c'est vraiment très important parce que les abeilles, non seulement vont chercher le nectar dans les fleurs, mais elles pollinisent les fleurs, elles les fécondent également. Ça montre bien qu'il y a beaucoup de fleurs à Paris. Il y a des fleurs de toutes espèces. Dans le parc Georges Brassens, il y a justement un rucher. C'est là que nous avons retrouvé Pierre et Claude. Les abeilles vont chercher le nectar dans les fleurs, c'est ce qu'on appelle les butineuses. Elles pompent le nectar. Comment elles récupèrent le miel? Les abeilles ont aspiré le nectar de la fleur. Le nectar est dans leur jabot. Il y a des enzymes qui viennent également dans le jabot. Les enzymes vont transformer ce qu'on appelle le saccharose en sucre. Et les abeilles vont continuer à voler, elles vont continuer à remplir leur jabot et elles vont revenir à la ruche. On les voit rentrer dans la ruche là. Et dès qu'elles rentrent dans la ruche, il y a d'autres abeilles, qui sont des abeilles de ruche, qui vont venir à leur rencontre et elles vont continuer le travail commencé en injectant d'autres enzymes. Quand l'opération est terminée, quand le miel est à point, il suffit à l'abeille de la ruche de régurgiter le contenu de son jabot dans un alvéole. Ah, elle est là, la reine, regardez, vous voyez? La petite tache jaune, c'est elle qui pond. Pourquoi elle a un point jaune, la reine? C'est pour la reconnaître. Et c'est aussi parce que les reines vivent pendant 5 années. Alors on sait par exemple qu'en 2002, les reines ont un point jaune. L'année prochaine, on va leur mettre un point rouge. Puis après un point vert, puis après un point bleu et un point blanc. On a des sens, on a des yeux pour voir, on a un nez pour sentir, on a une bouche pour goûter et on a des oreilles pour entendre. Alors ça, c'est absolument formidable parce que grâce à ça, on est tout à fait capable de bien comprendre la nature. Venez, venez. Caressez les lavandes là, caressez-les simplement. Et portez à votre nez. Vous vous rendez compte? Touchez, touchez. Ça, c'est du braille. C'est un langage, c'est une écriture, mais c'est une écriture pour les aveugles. Qu'est-ce que vous sentez? Les petits points. Autrement dit, dans cet endroit, il y a des gens, des aveugles, qui viennent pour comprendre la nature, pour exercer leur sens autrement qu'avec leurs yeux. Alors, pour un naturaliste, ça, c'est extraordinaire. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin une dame qui s'appelle Claire Bartoli. Elle est aveugle. Alors Claire Bartoli, je lui ai proposé de me suivre en forêt amazonienne pour qu'elle m'apprenne à regarder la nature autrement qu'avec mes yeux. Ah, qu'est-ce que c'est là? Il y a un truc qui est tombé là. Ouh là là, mais c'est gros! Ah oui, attends, je sens sous ces petites pattes. Ah, il les a rétractées, on dirait. Ah, ça y est, il ressort. Ouh là là! Oui, c'est grand! Qu'est-ce que c'est? Ah! Tortue? Au cœur de la capitale, il y a également des sous-bois très sombres, comme ici, au but de Chaumont. Alors il y a plein de plantes aussi là, hein. On se croirait vraiment comme dans la forêt amazonienne. Alors il y a un peu moins d'arbres bien sûr,
Il y a moins d'espèces, mais quand même, ces espèces sont intéressantes. En voici une qui est pas mal, hein. On l'appelle l'if. C'est un arbre qui vit très vieux. C'est un arbre dangereux, dans le sens où il est toxique. Et si un cheval mange ce petit bout de branche, eh bien, il peut en mourir. Pourquoi? Ben parce que c'est un arbre très très toxique. Il contient des poisons. Mais ces poisons, eh bien, les hommes ont réussi à les utiliser. C'est-à-dire qu'on peut, en les transformant, en sachant bien les doser, on peut guérir certaines maladies avec ces poisons. D'accord? Mais il faut vraiment être spécialiste. Et les ifs aujourd'hui sont cultivés, ils sont recherchés parce que justement, ils combattent certains cancers. Alors il y a d'autres plantes, hein. Il y a par exemple ce cornouiller, il y a un peu plus loin ces buis, il y en a plein de buis. Et puis il y a un marronnier, il y a des érables. Vraiment, c'est un endroit qui est intéressant parce que beaucoup d'arbres ont été plantés par les hommes. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les plantes sauvages. Regardez, c'est amusant parce qu'ici, les hommes ont fait des parterres de plantes avec des plantes ou sauvages ou cultivées dans les jardins. Et ça, c'est une plante sauvage domestiquée puisque c'est l'homme qui l'a plantée. C'est un géranium. Celle-là, vous la connaissez? Ça, c'est les artichauts. Oui, c'est l'artichaut. On mange le bouton dans l'artichaut. C'est une plante de la famille des marguerites. Pourtant, hein, ça ne ressemble pas trop à une marguerite. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Oh bah dites, c'est des petits gardons ça? Oui. Ah ouais, ça a donné. Vous êtes là depuis quelle heure ce matin? 7 heures. 7 heures, vous commencez de bonne heure. Hein. Ah oui, mais moi à 10 heures, je m'en vais. Mais il n'y a pas des oiseaux qui vous font concurrence là? Ce qu'il y a beaucoup en ce moment, c'est ce qu'ils appellent les canards marrons, là, des tudors ou je sais pas quoi. Les là. tadornes. Tadornes. Vous savez que le lac là, il est à l'emplacement du creux de la carrière? C'est un lac artificiel. Oui, c'est un lac artificiel, mais oui, En bien. dessous, c'est creux d'ailleurs. Oui, oui, il a été installé dans le fond de la carrière en fait. Hein. Ah oui, parce que ça, c'est vraiment le reste de la carrière. Ça, c'est vraiment du gypse. Hein. Alors, par endroits, il y a un peu de béton par-dessus, comme on voit là. À la fin de l'exploitation, là, quand ils ont fait la rue de Crimée, puis quand ils ont construit la petite ceinture, ils ont été obligés d'effondrer la carrière. Ils l'ont quasiment fait exploser pour que justement l'effondrement ait lieu, qu'il soit surveillé, quoi. Mais Paris, le 19e, c'est tout de la... C'est presque tout du rapporté d'une façon comme de l'autre. Hein. Bien, merci beaucoup, bonne pêche, hein, au revoir. Bonne journée. Ça fait du bruit? Ouais. Cette caverne a été façonnée par les hommes. Ce sont eux qui ont fabriqué les stalactites qui sont en béton. Ce sont eux également qui ont installé le torrent. Mais il n'empêche que cette carrière de gypse dont je parlais tout à l'heure, eh bien, avait plusieurs entrées. Eh bien, voici une des entrées de la carrière de gypse. Lucien! Ce sont des canards colverts. Alors ce sont des animaux sauvages, hein, mais complètement dépendants des hommes aujourd'hui, puisque de temps en temps on leur donne à manger comme ça. Dans la nature, ils se nourrissent aussi bien de petits morceaux de végétation que de petits mollusques, que de bestioles qu'ils trouvent dans l'eau. Regardez le canard de Barbarie. Quand ils sont comme ça sur le sol, ils sont gauches, ils sont pâteaux, ils sont un peu lourdeaux. Et tous les canards sont comme ça. Ils ont les pattes placées de telle sorte qu'en fait, ils se dandinent plutôt qu'ils ne marchent. Alors ce sont d'excellents nageurs. En vol, c'est un spectacle extraordinaire. Mais voilà, sur terre, ils sont un peu maladroits. On voit bien que c'est un palmipède. Vous voyez ces pattes? Vous voyez cette membrane? Alors ça leur permet de nager. Hein, c'est les fameuses palmes. Eh bien, il y a des palmipèdes qui sont capables, eux, de marcher. Ils se sont redressés comme les hommes. Ce sont des manchots qu'on trouve en Afrique du Sud, notamment. Et ces manchots, eh bien, font glisser leurs pattes, j'allais presque dire leurs pieds. Et c'est ce qui fait qu'ils marchent très, très bien. Enfin bon, on ne sait pas trop pourquoi, les manchots, leurs ailes se sont transformées en nageoires. Donc, ils ne savent pas voler, ils ne peuvent pas voler.
Et ils nagent très très bien. Et ça, c'est très important parce que c'est en nageant qu'ils capturent les poissons dont ils se nourrissent. Et pour se gouverner, ils utilisent leurs pattes. Alors voilà, on le fait plonger le canard de Barbarie là. Allez. Il nous regarde, on a l'air de dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi comme bête? Ben, ce sont des hommes. Nous sommes aussi des bêtes. Regardez, bientôt on ne verra plus les pierres. Voilà une plante intéressante. Il s'agit d'une plante pionnière. Tiens Laura, je t'offre une fleur. C'est une fleur de Buddleia. C'est une plante très envahissante. Elle s'installe partout où il y a des friches. Et là, entre autres, c'est une friche, alors elle est là. Alors ces plantes, les Buddleia, sont très utiles parce que lorsque leurs feuilles tombent, elles se décomposent et elles fabriquent de l'humus. Du coup, comme il y a de l'humus, eh bien d'autres plantes peuvent s'installer. Et c'est le cas notamment de celle-ci, que l'on appelle douce amère. C'est une plante de la famille des tomates. D'ailleurs, regardez ses fruits. Tiens Claudia, un cadeau. Ces fleurs sont très belles aussi, elles sont curieuses. Alors il faut se méfier parce que les plantes de la famille des tomates, sauf les tomates, eh bien, sont souvent toxiques. Donc il est préférable de ne pas les consommer. Regardez, elles grimpent, elles partent, elles escaladent ce mur. Nous sommes dans une forêt naissante. Et c'est une forêt qui est constituée d'un arbre qui rêve toujours de liberté. C'est un érable. Vous voyez, on a des feuilles là tout à fait caractéristiques. Figurez-vous qu'il rêve de voyage. Alors, comment fait-il pour voyager? Voilà, il a des graines tout à fait appropriées. On les appelle samars. Ce sont des graines, regardez, qui ont la forme d'une aile. Elles se séparent et quand elles tombent, dès que le vent la touche, eh bien, elle se met à se déplacer. Elle tournoie comme un hélicoptère. Et c'est comme ça, en fait, que l'érable, eh bien, se déplace de lieu en lieu. Alors, c'est ce qui fait qu'ici, on est face à une forêt qui va, d'année en année, grandir et prendre de l'importance. Les animaux sauvages qui ont quatre pattes, pour entrer en ville, ils font comme les hommes. Ils emploient des chemins, ils emploient des routes, ils emploient des ponts, des tunnels. Donc ils font comme nous, quoi, finalement. Et il y a des lieux comme la Petite Ceinture, qui est une ancienne voie ferrée, qui, évidemment, bordait Paris, eh bien, qui sont aujourd'hui utilisés, pas seulement par des chats, pas seulement par des chiens, mais aussi par des renards. Et c'est par ces portes d'entrée qu'ils pénètrent dans Paris. Il faut des torches ici. Les renards utilisent ce genre de chemin. Pourquoi? Parce que, tu vois, c'est simple, il suffit d'avancer, on n'est pas gêné. Pour eux, ils voient aussi à distance, tu vois, ils voient s'il y a un danger. S'il y a une odeur qui les intéresse, ils s'arrêtent, ils flairent, ils repèrent. Si c'est ennemi, si c'est au contraire une proie. Hein. Là-bas, il y en a un. Ouais, c'est un jeune. Regarde, on le voit au fond là-bas, effectivement. Au milieu du chemin. Alors il nous a repérés. Il y en a un autre qui sort juste devant là. Oh, regarde, regarde. Deux. C'est des mâles ou des femelles? Ce sont des jeunes. Alors je ne peux pas te dire si ce sont des mâles ou des femelles là encore. Ce sont des jeunes. Mais tu vois un peu, regarde. Vous avez vu, on est à 30 mètres quoi. Alors on va se mettre de côté, on va se mettre vers le bois. On ne va pas trop se cacher. Ils nous ont repérés, ils savent qu'on est là. Mais on va les laisser faire. Nous sommes ici au cœur de la ville. Hein. Le vrai terrain de chasse des renards, c'est surtout la campagne. Ils vivent dans le bois, ils vivent dans les champs, ils vivent dans les prés. De temps en temps, ils vont visiter une ferme. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la ferme? Les poules. Bah oui, ils vont se nourrir dans les poulaillers. Hein. Les renards sont des animaux qui ne sont pas dérangés par les hommes.
ils demeurent craintifs, même à la campagne, quand on les voit gambader dans les champs. Ils ont toujours une oreille tendue, toujours, ils sont aux aguets, ils sont toujours prêts à fuir, mais on a beaucoup plus de chances de voir les renards à la campagne, comme dans le bois de Vincennes, au moment où les jeunes ont très faim. Parce que alors là, évidemment, les parents chassent, même quand les jeunes sont un peu actifs déjà, eux-mêmes se mettent à chasser. Ce qui fait que c'est dans ces périodes-là qu'il faut se mettre aux aguets et espérer trouver du renard. Un papillon! Tu vois que c'est pas très difficile. On va essayer de le prendre sans le... Tiens, lève ton filet, s'il te plaît. On va essayer de le prendre sans l'abîmer, parce que c'est très fragile, un papillon. Comme tous les insectes, d'ailleurs. Où est-ce qu'il s'est réfugié? Ah, ça y est, il est parti. Alors, tu vois, ces papillons-là, on les trouve ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par les petits flashs de couleurs qu'envoient les fleurs. Courage, on n'est pas dans la jungle. Il n'y a pas de tigre ici, il y a que des papillons et des sauterelles. Ah, ça fait mal, ça m'a piqué. Vous la voyez là? Regardez, regardez, approchez. Elle est toute verte, c'est une sauterelle. Hop, voilà. Ça y est, j'en ai même deux. J'ai un mâle et une femelle. Ce sont nos plus grosses sauterelles vertes. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais essayer de ne pas me faire manger. Voilà. Elles sont bien vertes. Ça mange Ça mange. Ah, elle est repartie. Ah, voilà. Ah oui, ça mord même. Ah. Mais ça mange de l'herbe. Elle mord parce qu'elle se défend. Vous voyez ces grandes pattes qui lui servent à sauter? Ces grandes ailes? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ouh là, voilà. Mais non, je viens de vous dire que ça mange de l'herbe. D'accord? Ça a de grandes antennes. C'est à ça qu'on reconnaît une sauterelle par rapport à un criquet. Et l'air rentre dans ces petits trous. On appelle ça des stomates. C'est une femelle, regardez. Elle a ici un organe de ponte. Vous voyez, c'est avec ce sabre, en fait, cet oviscate qui rentre dans le sol, qu'elle va déposer ses œufs. Je vous montre le mâle maintenant. Non, non, c'est bon. Mais c'est moi qu'il est en train de manger. Tu vois, le mâle n'a pas cet organe-là. Il n'a pas l'organe de ponte, évidemment. Alors, il y a des animaux qui les mangent. Lesquels? Les chouettes chevêches. Et les chouettes chevêches, notamment dans le nord de la France, sont en voie de disparition parce qu'on a tué les sauterelles, on a mis trop d'insecticides, il n'y a presque plus rien à manger pour ces chouettes chevêches. Eh bien, figurez-vous qu'à Marseille, dans cette région du sud de la France, les chouettes chevêches sont nombreuses. Et les chevêches s'installent dans la ville, au milieu des maisons. Elle habite, la chouette chevêche, chez les gens. On la voit dans les jardins. Elles sont habituées à vivre à proximité des hommes. Mais par contre, en échange, il y a des dangers, les voitures, les cheminées et les piscines. Voilà une des plus belles falaises de France. Mais c'est une cathédrale. Ouais, c'est Notre-Dame, au cœur de Paris. Ici, les fleurs sont en pierre ou en verre. Et c'est là-dedans, dans cette belle falaise, qu'habite le faucon cresserelle. Il y a des gens qui font la queue pendant 2 heures, là. Le mâle est là, la femelle est ici, son dos est tacheté, ses ailes également.
Où est-ce qu'ils nichent les faucons? Dans des formes qui sont tout à fait étonnantes, on dirait des petits toits, on appelle ça des pinacles. Ici, ils nichent aussi dans des trous. Avec un peu de chance, il va se poser peut-être. Hein. Ah, c'est formidable là. On l'a. Merci Jacqueline Maillet de nous accueillir sur cette drôle de falaise. Vous êtes administratrice des Tours de Notre-Dame. Oui. Mais vous êtes aussi ornithologue. Oui. Alors cette falaise, quand même, elle est très particulière. Ben oui, d'abord parce qu'on est dans une cathédrale du XIIe siècle qui a eu besoin de 200 ans pour être fabriquée, qui donc est le fleuron de l'architecture gothique en France et un des monuments les plus célèbres de notre pays. Mais elle est pleine de trous. Et elle est pleine de trous, oui. Elle est pleine de trous qui ont servi à sa construction. Notamment les trous de Boulins, petits trous carrés qui ont servi à poser les échafaudages. Et ces trous servent de nid aux faucons cresserelles. Ils ne font pas de nid, ils ne fabriquent rien. Ils utilisent ce qu'ils vont trouver. Ici, ils ont trouvé les nids les plus adaptés pour eux. On a comme alimentation de base pour 2/3 des mulots, des campagnols, donc des micro-mammifères, et pour 1/3 des petits passereaux et essentiellement des moineaux domestiques. Toi, il a un vol très caractéristique. Il va faire un vol stationnaire, qui est un vol qu'on appelle le vol en Saint-Esprit. Au-dessus d'une cathédrale, c'est un vol qui est bien qualifié. Ça permet de repérer les proies et de plonger en ligne directe pour les attraper. Alors on est sur une falaise imparfaite ici, puisqu'il n'y a pas de place pour les plantes. C'est pas une falaise imparfaite, c'est quand même le monument du XIIe siècle le plus connu au monde. C'est une architecture de pierre, hein. Donc comme toute architecture de pierre, elle n'est pas très propice à la végétation, forcément. C'est vrai que nous aussi, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de végétation qui vient rentrer dans la pierre et qui risquerait d'éclater. Donc c'est assez normal qu'on n'y trouve pas de la végétation, ou très peu. Le faucon cresserelle n'est pas un nouveau venu à Paris. Mais par contre, quel est son avenir? Il semblerait que depuis, notamment cette année, nous ayons une diminution du nombre de couples qui nichent sur la cathédrale. Alors son avenir, aujourd'hui, il est difficile encore de le donner, mais des enquêtes scientifiques annonçaient qu'il y avait actuellement une baisse de 20% de leurs effectifs en France et également en Île-de-France. On espère bien que ça va remonter parce que les faucons sans Notre-Dame, c'est plus ni Notre-Dame ni les faucons. Merci Jacqueline de nous avoir ouvert les portes des faucons de Notre-Dame. Je vais vous faire un cadeau. Toi Laura, voici une rectrice, c'est-à-dire une plume de queue du faucon cresserelle qui est une femelle parce que c'est une queue rousse alors que le mâle a la queue grise. Et voici une plume d'aile qui ont été trouvées ici à Notre-Dame. Comme ça vous garderez un souvenir. Merci. Merci. Les plantes ne sont pas très exigeantes puisque même les arbres arrivent à pousser sur la partie verticale dans le mur du quai. Vous les reconnaissez, ce sont des platanes. Elles poussent dans l'eau? Ça ne pousse pas vraiment dans l'eau, non. Mais ce qu'il y a, c'est que les graines de platane ont des petits poils, elles sont transportées par le vent et elles arrivent à pénétrer dans les fissures du mur. Et là, elles germent parce que c'est humide. Mais il y a une autre plante qui, par contre, est, j'allais presque dire, à sa place. C'est la plante très colorée, on appelle salicaire. Vous voyez, cette plante mauve, elle, c'est une plante qui vit quasiment dans les marais, sur le bord des rivières. Alors elle est à sa place ici, mais ce qui est étonnant quand même, c'est de voir qu'elle pousse dans le mur du quai. Alors c'est tout simplement parce que ce mur, qui est constamment la base dans l'eau, eh bien, est humide. Autrement dit, l'eau remonte par capillarité, elle remonte à l'intérieur du mur et elle nourrit complètement la salicaire. Ça y est, les apprentis naturalistes, il va falloir nous séparer. Salut Laura. Et encore un peu de grain à moudre, hein, il faut aller vous frotter la nature. Salut Claudia. Allez dans le bois de Vincennes, retourne à Notre-Dame, passez le bonjour aux faucons pour moi. Au revoir. Au revoir Michel. Si Paris était vide d'hommes, la nature aurait vite fait de s'installer partout. Dans les rues, sur les toits.
les parcs publics deviendraient des forêts vierges et Notre-Dame se transformerait en jardin suspendu. Pour se sentir bien, à la campagne, à la montagne ou à la mer, il faut s'y préparer dès la ville. C'est ce que nous avons fait avec Claudia et Laura.